Bienvenue Stop Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur CVS Hill Corporation? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Première chose, spoiler, on met cette entreprise dans une watchlist. Parce que c'est une entreprise intéressante. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Il faut déjà que je mentionne que je suis actionnaire de cette compagnie-ci, donc je serai très optimiste par rapport à la compagnie. D'accord? Ça m'étonne même que je ne l'ai pas encore eu à la présenter sur cette chaîne-ci, mais je pense que j'en ai parlé quand je parlais de Mackesson, Cardinal Health ou bien Ameris-Bergen. Donc, on a à peu près eu le même problème, opioïdes, etc. Les actions ont baissé. Et en même temps, ici, l'entreprise a commencé à faire des acquisitions. Il faut comprendre que c'est 4 entreprises en une. Première chose, première entité, c'est à la base, c'est un vendeur de médicaments. Donc, c'est un détaillant. D'accord? Ce sont des pharmacies. OK? On va le dire comme ça. Ce sont des pharmacies, à la base. D'accord? Après ça, qui dit pharmacie parle de compagnie d'assurance. D'accord? Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a fait l'acquisition d'une compagnie d'assurance qu'on appelle Aetna. D'accord? Et entre l'assurance et la pharmacie, il y a quelqu'un qu'on appelle un PBM, donc Pharmacy Benefit Management. C'est le middleman, parce que quand vous allez dans une pharmacie, vous payez avec vous et que vous déposez vos ordonnances et qu'on vous remette le médicament sans toutefois que vous déboursiez une somme supplémentaire ou bien en déboursant une somme minime par une fraction du prix, du prix du médicament ici. Il va falloir qu'on envoie cette information-là à votre assureur. Et qui s'occupe de faire ce genre de travail-là, c'est le middleman qu'on appelle le Pharmacy Benefit Management. D'accord? Donc, c'est le PBM, c'est la deuxième entité. La troisième entité ici, c'est la pharmacie, comme je l'ai dit. Et la quatrième entité, c'est je pense que ce sont des services ici de soins de santé, donc un peu comme des mini-cliniques. OK? Donc, je pense également que dernièrement, elle a fait l'acquisition d'une compagnie, de deux compagnies même, dont une qu'on appelle Signify Health. Rappelez-vous, elle était en concurrence avec Amazon, mais elle a réussi à l'acheter au nez à la barbe d'Amazon ici. Je ne sais pas si elle a payé maintenant un juste prix ou quoi que ce soit, mais semble-t-il que cette stratégie-là est au cœur même de la stratégie et au cœur même de la stratégie à long terme du management, d'accord? Donc le fait d'acheter de différentes entités ici qui répondent toutes à la même situation, à savoir offrir la meilleure prestation possible aux différents clients de l'assureur. Donc si je suis client si j'ai une assurance sur Aetna, d'accord, je sais que si je suis malade, d'accord, et que je dois aller acheter un médicament, je vais aller par exemple et que je me rends dans une pharmacie de CVS ici, c'est à la maison. Donc, on dégage ici des économies d'échelle. OK? Donc, si je veux, par exemple, si j'ai besoin d'un service pour le long-term care, des choses comme ça, je sais que je peux me rendre également à CVS et mon assurance est couverte, donc bien j'aurai un tarif préférentiel. Dans tous les cas de figure, on a à peu près, comment on appelle encore ça? On a verticalement intégré ici la relation entre, enfin, hormis les hôpitaux et les cliniques spécialisées, la relation ici entre le patient, d'accord, et l'assureur, dans le sens où, voilà, au niveau du médicament, bien sûr, ok? Donc, il faut faire attention. C'est une entreprise que moi, j'aime bien, ok? Je l'aime bien. Mais également, c'est une entreprise qui rapporte beaucoup d'argent et qui est un tout petit peu complexe à analyser. Et c'est la raison pour laquelle elle aura tendance à avoir des PE très peu élevés, parce que c'est une compagnie d'assurance également. Donc, ne vous attendez pas à des PE de 40 fois les bénéfices, de 20 fois les bénéfices ou bien de 17 fois les bénéfices, comme ce qu'on a eu dans les périodes précédentes ici, ok? Comme celle-ci, voilà. Avant, quand on regarde bien, on s'échangeait à 20 fois les bénéfices, 17 fois les bénéfices. Je vais même prendre ça next 12 months. C'est plus facile ici pour voir à peu près comment est-ce que ça a changé ces dernières années-ci. Et vous allez voir que c'est à peu près, d'après qu'on ait fait l'acquisition ici, on a commencé à avoir des PER qui n'allaient plus, enfin, qui n'étaient plus ce qu'on avait connu par le passé. OK, donc avant, on avait des PE bien moins élevés, bien plus élevés que ça. Donc, si on met peut-être sur les 12 derniers mois ici, c'était une entreprise qui pouvait s'échanger à 17 fois les bénéfices par rapport à la compagnie de pharmacie ici quand elle était en croissance. Mais au fur et à mesure qu'elle devient mature, elle fait l'acquisition d'autres entités ici, ça complexifie le business ici. OK, donc, nous avons une entité qui est en date d'aujourd'hui. Quand vous allez regarder ces bénéfices nets ici, donc quand vous allez comparer free cash flow et net income, vous devez vous poser la question quelle est la différence entre les deux ici. Vous allez voir que les net income et les free cash flow sont plus élevés que les net income. Donc cette compagnie ici a des et ce sont des vrais free cash flow. Donc elle a des free cash flow plus élevés que les net income, normalement. Je dis bien normalement. OK? Donc, quand on va l'évaluer, il faut prendre en considération les free cash flow. Donc, si vous allez regarder par rapport à ce que pensent les analystes sur les 12 prochains mois, n'oubliez pas également qu'elle aura tendance à faire certains investissements ici. Donc, ça peut impacter les free cash flow sur un avenir proche ici, mais
Quand on regarde sur une longue période de temps, on peut avoir des free cash flow qui vont avoir tendance à être plus élevés que les net income. OK? Donc, ici, en termes d'évaluation, qu'est-ce que ça va nous donner? Parce que c'est la question à laquelle on va essayer de répondre ici aujourd'hui. Je peux vous dire ici que cette croissance, c'est une croissance par acquisition et de manière organique. Et vous pouvez voir ici qu'on continue à faire des acquisitions ces derniers mois-ci. D'accord? Donc la plus grosse, c'était quand on a fait l'acquisition d'Aetna, etc. Mais voilà, je pense qu'il y a une dernière acquisition qui a eu lieu ici. Mais est-ce que ça a été enregistré? Il faudrait voir à peu près si ça a été enregistré ici. Je ne pense pas que ce soit déjà le cas. En tout cas, on pourra voir ça ici. Mais dans tous les cas de figure, la croissance ici est par acquisition. Maintenant, en termes d'évaluation, qu'est-ce que ça va nous donner? Comme je l'ai dit, ici, je vais passer par l'outil FastGraft. OK, vous savez comment je fais, vous allez prouver la marge, etc., comme vous voulez. Mais les PER, faites attention, n'allez pas au-delà de 15 fois les bénéfices par là. Donc, voilà une entité qui doit racheter ses actions, par exemple. Vu que c'est une compagnie d'assurance également, il faut même, en fait, normalement, pour l'évaluer, on devait faire la somme des parties, des parties ici, parce que voilà, le segment assurance ne se négocie pas au même PER que le segment, comment on appelle ça? Que le segment pharmacie ici. Le segment assurance aura tendance à avoir des PER en dessous de 15 fois les bénéfices, peut-être même aux alentours de 10 fois les bénéfices. Et encore, il faudrait même prendre en considération le tangible book value. Donc ici, c'est un grand raccourci. C'est pour ça qu'il faut faire une chose. Il ne faut pas prendre des PER très élevés parce que le risque est quand même là. D'accord? Voilà. Je ne dis pas que c'est une compagnie qui est risquée, etc., mais qui est plus risquée que les autres. Voilà. Ici, le management est très déterminant parce qu'une compagnie d'assurance, c'est une compagnie financière. Donc, ici, en termes d'évaluation, qu'est-ce que ça va nous donner? Premièrement, je vais aller regarder la dette nette ici. La dette nette pour cette compagnie-ci, je pense que après vérification, est-ce que j'ai pu vérifier la dette nette ici? Enfin, je vais prendre la dette nette qui sera parce que au niveau des États-Unis, ils prennent la dette nette, ils ne s'en prennent pas souvent en considération les loyers. Donc, on va quand même prendre la dette nette qui est ici, mais ça peut parfois, comment on dit ça? Ils excluent parfois, je dis bien, ils excluent parfois certains investissements au niveau du calcul de la dette, au niveau sur Coifin, ok? Donc, il faut souvent aller regarder la dette nette de l'entreprise ici. Donc, quand je tape dette, j'essaie de regarder la dette, l'information par rapport à la dette ici sur l'entreprise. Donc, loss extinguished debt, current long-term debt. Donc, on a à peu près une dette ici à long terme 50 milliards, 51. Donc, quand on enlève ici les investissements, long-term investment, non, ça c'est long-term investment, est-ce que ça va rentrer à l'intérieur? Le cash est cash équivalent. Donc, cette dette ici doit être en dessous de 50 milliards. Mais vous allez voir ici que la plupart des logiciels vont nous donner, enfin, sur Coifin, on va nous donner une cinquantaine de milliards, mais ce n'est pas plus grave que ça. Ça ne me dérange pas de travailler avec ça ici. Donc, il faut juste que j'aille regarder si on m'a donné l'information ici. Je tiens à régulièrement mentionner qu'elle repaye cette dette-là, hein. Elle a les moyens de payer la dette. Donc, ne vous inquiétez même pas pour ça. Donc, je pense même elle va liquider la dette très, très rapidement, hormis le rachat d'actions, etc. Donc, je continue à regarder ici à peu près la dette. Je n'ai pas encore eu le temps de lire les rapports financiers qui sont sortis dernièrement ici pour cette compagnie-ci. Enfin, j'ai plusieurs autres choses à faire à côté parce que comment on dit ça? Je ne m'attends pas à quelque chose d'assez exceptionnel, mais je vais prendre le temps de le faire ici. De toute façon, c'est une entreprise que j'ai en portefeuille, mais j'ai d'autres entreprises que je n'ai pas encore terminées ici et je peux faire d'abord terminer avec celle-là. Donc, vous voyez comment ça prend du temps. Donc, je ne vais pas passer 2 heures de temps par jour à écouter des conférences calls, lire les rapports financiers même pour mes entreprises. Donc, parfois également, je peux faire autre chose à côté. Donc, attention. Bref, je ne vois pas cette information, donc je vais prendre 7 milliards. Je vais prendre le 50 milliards ici. OK? Je vais prendre ça sera 55 milliards, mais sachez qu'on a une dette nette bien moins élevée que ça. D'accord? Donc, je peux prendre ici, comment on appelle ça? Le net income, le nombre d'actions plutôt. Donc, en termes de nombre d'actions ici, qu'est-ce qu'on obtient? Nombre d'actions ici, on obtient à peu près combien? On obtient à peu près 1 milliard 320 millions. Donc, si je prends 55 milliards, je dis bien 55 milliards divisé par 1 milliard 320 millions, ça donne ici au total 41,66 41,67. Je vais l'arrondir ici je vais mettre 41,67. OK? Maintenant, qu'est-ce qui nous manque encore? Donc, on a le PER ici. Je vous ai dit, je ne vais pas payer plus que 15 fois les bénéfices pour cette compagnie ici. OK? Donc, qu'est-ce que ça va nous donner ici en termes d'évaluation? Donc, je viens sur FastGraft. Je m'attends ici à 8,83 € l'année prochaine. D'accord? 8,83 $, excusez-moi. 8,83 $ l'année prochaine. Multiplié par 15 fois les bénéfices. OK? Moins la dette nette qui sera aux alentours de combien? 41,66 moins 41,66. Et je vous dis que cette dette nette-là, excusez-moi, la dette nette est peut-être moins élevée que ce qui est mentionné ici. Donc, ça fait à peu près 90,79.
90, 79. Et je rappelle qu'elle repaye cette dette-là rapidement. Juste avec les free cash flow, elle peut payer la dette en 5 ans. Donc, réellement, elle repaye la dette rapidement. Et donc, ce ne sera pas étonnant de voir cette compagnie s'échanger sans prendre en considération la dette tôt ou tard. D'accord? Parce qu'elle a les moyens de se rembourser la totalité de cette dette-là maintenant. Donc, si vous faites le multiplier divisé par le nombre d'actions ici, 1,320 milliard, 15 fois les bénéfices, donc ça fait à peu près, on n'a pas besoin de diviser par le nombre d'actions ici, donc ça fait à peu près 132 dollars si on ne prend pas en considération la dette. OK? Donc, si on le dit encore autrement, si on vous distribue la totalité des bénéfices nets en date d'aujourd'hui par rapport au prix actuel de l'entreprise, d'accord? Le prix va représenter la capitalisation boursière ici, d'accord? Donc, ça vous donne ici un rendement de 10,79% en date d'aujourd'hui. Je dis bien en date d'aujourd'hui, on a 10,79%. OK? Maintenant, si, admettons que tout ce qu'on d'ici 2025, on arrive à avoir des bénéfices nets ici par action. Quand je dis bénéfices, ils sont ajustés déjà, donc ils ont souvent tendance à être similaires au free cash flow, comme vous allez le voir ici. On a tendance à avoir à peu près la même chose ici, donc faites attention. Donc les free cash flow ici pourront diminuer parce qu'il y a des investissements qui sont en cours. Ne vous inquiétez pas pour ça, mais ils ont tendance à être identiques au net income ici. Ici, on s'attend à 10,90 $, et là, on a à peu près 10 dollars, combien 10,02 $, d'accord? Donc, quand on regarde ici les analyses scorecard, on voit ici que les analystes ont souvent raison sur une période de 2 ans, donc c'est un business facile à peu près. On peut faire des prévisions ici, voilà, et ne pas avoir le risque de se tromper est très minime ici, d'accord, par rapport aux prévisions, donc les analystes arrivent à le faire, et ils sont assez nombreux sur le dossier. D'accord? Les dossiers ici, vous pouvez voir qu'ils sont une vingtaine. OK? Donc, ce qui renforce encore cet argument-là. Donc, maintenant, en termes de bénéfices nets, si en 2025, d'accord, on arrive à avoir le 10,0802 ici, à 15 fois les bénéfices, d'accord, moins la dette nette qui est aux alentours de 41,66, si la dette nette ne change pas, on sera à 108,64. 108,64 $. OK? Et je rappelle ceci. Si on arrive à avoir les 10 dollars en 2025 ici par rapport au prix d'acquisition actuel qui est de 82 $, vous avez 81,81 ici, donc je mets mes 82 $, ça fait 12 dollars, 12% de rendement. Cette compagnie-ci est toujours sous-évaluée. Elle a le potentiel de continuer à payer ce dividende-là, donc ce dividende-là va continuer à croître. Ne vous inquiétez même pas pour ça. Il est de 2,96, ne vous inquiétez pas, il sera bien plus élevé que ça dans le futur. OK? Je vous dis déjà ici que nous avons une entreprise qui est extrêmement sous-évaluée. Il y a peut-être des raisons derrière ici, mais l'une des raisons principales ici, c'est surtout le fait que l'évaluation de cette compagnie-ci est un tout petit peu complexe. OK, vu qu'il y a une compagnie d'assurance à l'intérieur, les gens ont peur, etc. Mais voilà, ça reste une belle entreprise ici à aller regarder en profondeur. Comme je l'ai dit ici, pour ceux qui veulent aller plus loin, on a le lien vers la Top Newsletter ainsi que le service Top Premium où généralement on pourra parler de ce genre de compagnie ici du point de vue qualitatif. OK, ça vous permettra peut-être de comprendre ici qu'on a des acquisitions qui sont en cours. On a par exemple ici comment on appelle ça? On a peut-être racheté des actions ici dernièrement. Je pense qu'on a 8 milliards ici ouverts pour le rachat d'actions, etc. Donc voilà, c'est à peu près des choses que, voilà, ça c'était le trimestre précédent ici quand je l'ai lu pour la dernière fois. Donc on est à peu près, on reste sur à peu près la même tendance ici. Donc semble-t-il que l'entreprise, le management ici, voilà, tout se passe comme prévu et la dette ici est remboursée de manière, parce que la priorité c'est le remboursement de la dette. Et vous pouvez voir ici, hein, la dette. Quand on a fait l'acquisition en 2019 ici, je pense, si je ne me trompe pas, d'Aetna, on avait une dette aux alentours de 86 milliards. OK? De 86 milliards, on se retrouve aujourd'hui à 55. Je dis bien de 86 à 55. OK? Donc, on a repayé la dette, on a repayé combien? Disons, je vais juste monter ça ici, 5 ans. OK? Donc, on était à 86 milliards et là, on est à 55. Donc, on a payé à peu près, sensiblement, près de 30 milliards. D'accord? En combien de temps? En 3 ans. 30 milliards en 3 ans. Ça représente quoi? 10 milliards chaque année. D'accord? Donc, imaginez juste dans 5 ans, on aura terminé le 55 milliards ici. OK? Et c'est une entreprise ici, si on regarde ici la dette nette sur EBITDA, est-ce qu'on a la dette nette sur EBITDA qui est assez correcte ici? On est à 2,4. Et je pense que selon ce que j'avais lu ici, le management va retourner l'objectif est entre 1,5 et 2 en termes de dette nette. D'accord? L'objectif, c'est entre 1,5 et 2. Quand on est à ce niveau-là, on peut rembourser ou pas du tout. Mais voilà, le but, c'est assez gérable. Et comme je l'ai dit, déjà à 2,4, c'est très bien. Imaginez donc à 1,5 ou bien à 2. OK? Je tiens également à mentionner ceci. C'est une belle entreprise, certes. Mais avant d'investir dans cette compagnie, il faut comprendre ce qu'elle fait. Et comme je l'ai dit, c'est 4 entreprises.
D'accord? Chacune de ces entreprises-là, voilà, elles sont verticalement intégrées, mais également, il y a ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des risques ici. D'accord? Donc, il faut vous dire ici que quand je dirais même que le risque, même à la fin de la journée, techniquement, pour cette compagnie-ci, son business model est très. Parce que je vous dis ceci. Par exemple, les pharmacies, c'est quand vous allez en pharmacie, si on est enclin à vendre, par exemple, le produit, au lieu de vendre le produit générique ici, pour aider, par exemple, pour pouvoir payer moins cher en termes de dépenses pour les assureurs, d'accord? Vendre le produit générique ici. Généralement, certaines pharmacies ici vont vous donner le produit, comment on appelle ça, le produit de marque. Tout simplement parce que les marges seront plus élevées. Or, quand nous, on détient notre propre assureur et qu'on va en pharmacie, je sais que tu as une assurance Aetna, il n'y a pas de souci, je vais te vendre un produit ici. Je sais que tu es un client de Aetna, donc quand tu vas me donner ici ta prescription, je vais te donner en priorité le générique, le médicament générique, ou bien le biosimilaire. Donc, ça fait exactement la même chose que le médicament de marque. OK? Donc, ça nous permet ici d'économiser en termes de coûts. Or, si c'est un autre assureur ici, etc., et ce n'est pas interdit, hein, on va vous vendre le médicament de marque. Et l'assureur va payer de toute façon, ça couvre. OK? Donc, dites-vous que ici, c'est même bien pour Aetna. Ça va nous permettre de dégager des économies d'échelle. OK? Donc, ici, comme je l'ai dit, ce n'est que mon point de vue. Comme je l'ai dit, je peux également être très optimiste par rapport à cette compagnie-ci parce que je la connais. OK? Faites très attention. Donc, je peux peut-être ici, peut-être que je ne suis pas enclin à parler à donner les mauvaises informations ou bien les mauvaises nouvelles. Non. Allez-y lire les rapports financiers, d'accord? Et comme je l'ai dit, pour ceux qui veulent soutenir la chaîne, le service Top Premium est là. Et peut-être on peut parler de cette compagnie. Si on peut même la présenter parmi les entreprises qui pourraient être intéressantes à posséder en date d'aujourd'hui. Mais je vous l'ai déjà mentionné, donc peut-être que je vais parler d'une autre entreprise en portefeuille ici. Et de toutes les façons, si je parle d'une entreprise dans le service Top Premium, je n'en parlerai pas ici en public. Donc, il y a certaines entreprises que je n'aborderai plus ici parce qu'on a déjà eu à parler. On parle uniquement de ça dans le service Top Premium. Et si je les aborde ici, voilà, ça sera très rapidement. De toute façon, vous ne le saurez pas. Donc, la Top Newsletter également est là. N'oubliez pas, rentrer dans le Discord, ok, que ce soit dans le service Top Premium ou bien dans la Top Newsletter. Et on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Pour moi, je pense que Aetna est très sous-évalué en date d'aujourd'hui. Au minimum ici, voilà, si on est très pessimiste, c'est une entreprise qu'on pourrait racheter ici, voilà, qui pourrait avoir une valorisation aux alentours des 90. Donc le prix actuel est intéressant. Et si on prend en considération la croissance et qu'elle se réalise, on pourrait même aller aux alentours des $150 l'action sans prendre en considération la dette. Donc, faites attention, allez faire vos propres recherches et on se donne rendez-vous ici sur la prochaine vidéo et j'espère que vous l'avez mis dans votre watchlist. J'adore cette compagnie ici. À bientôt.